sur les résultats 2022, la bonne tenue des résultats, c'est d'abord le maintien des taux d'occupation, clairement. Donc c'est le travail de proximité des asset managers. Ça a été aussi la capacité des équipes à investir rapidement et dans de bonnes conditions la collecte importante de l'année. Et sur les réserves, qui sont un point, je pense, important à regarder aujourd'hui quand on fait du conseil sur les SCPI, on a des niveaux toujours importants et qu'on a quelque part conservés sur l'année, conservés notamment, alors pour des raisons immobilières que je viens de citer, mais aussi en accélérant le programme d'arbitrage, en vendant très bien notamment sur le premier semestre, et on a quasi doublé le volume des investissements pour faire 70 millions de plus-value sur l'année, je parle de l'ensemble des SCPI. Quand vous faites des plus-values immobilières, vous pouvez les distribuer, et c'est autant de résultats immobiliers que vous pouvez conserver en réserve. Voilà. Alors, bien sûr, il y a la distribution. Voilà, le message, il est très clair, de stabilité pour 2022 et conforme à ce qu'on a annoncé il y a 12 mois, il y a encore 4 mois. Ça, c'est très clair. L'autre pendant pour former la performance d'un fonds, on le sait tous, évidemment, c'est la dimension de valeur et d'évolution des valeurs. Là aussi, Marc-Olivier, est-ce qu'on peut affirmer en cette fin d'année un message de stabilité ? Oui, on a effectivement reçu les expertises depuis notre dernières interventions. On maintiendra les prix de part sur l'ensemble de la gamme de nos SCPI. Et ce maintien s'appuie effectivement sur un bon comportement des expertises du patrimoine. Clairement, et notamment en France, où on a l'essentiel de notre patrimoine, le fait qu'il soit bien loué, qu'il soit central, de qualité, récent, etc., à compter, et on a des valeurs d'expertise qui oscillent entre +1, -1, et donc ça aboutit à une bonne résilience des valeurs immobilières qu'on va traduire, je dirais, dans ce maintien des prix de part. Pour être transparent, sur d'autres pays, en dehors de France, on a des fois des expertises qui sont un peu plus, avec une correction un peu plus importante. Je ne surprendrai personne en disant que, par exemple, le UK est un marché plus volatile où les experts corrigent davantage en anticipant des craintes ou des tensions qu'il peut y avoir sur le marché. Après, voilà, c'est 4 immeubles sur 900 propriétés que nous gérons. Voilà, donc on va avoir stabilité des prix de part, de très bonne résilience au niveau des valeurs de réalisation. Et c'est mon dernier point, mais ça nous permettra d'attaquer 2023 toujours avec des positionnements de prix de part en bas de bande réglementaire, donc avoir cette souplesse et ce confort pour 2023 sur nos valeurs de portefeuille. Virginie, dont on rappelait tout à l'heure qu'elle était directrice et de la recherche immobilière et de l'ISR immobilier. Avec toi, Virginie, si tu veux bien, on va se pencher sur les grandes tendances immobilières dont on est nous persuadés qu'elles vont influencer les actions de gestion de nos SCPI. Alors, poser la question, c'est facile, y répondre, je sais qu'en quelques minutes c'est plus difficile, mais premier des points, est-ce que tu peux essayer de nous recenser les 3 ou 4 finalement grands défis qui sont à relever aujourd'hui pour un gérant de SCPI responsable? Oui, bien sûr, on l'a vu, l'environnement macroéconomique et financier est marqué par beaucoup d'incertitudes. En revanche, le marché sous-jacent, c'est-à-dire le marché immobilier, lui, il est caractérisé par des tendances structurantes, long terme, assez claires. Je vais vous en citer donc 3. La démographie qui est caractérisée par 2 phénomènes, le vieillissement de la population et la réduction de la taille des ménages. Le vieillissement de la population va venir nourrir une demande forte pour l'immobilier de santé, quand la réduction de la taille des ménages veut dire qu'on va aller chercher ailleurs un sens de communauté qu'avant on trouvait dans les ménages, et donc va venir nourrir la demande du co-living. Ce qui veut dire que ces 2 classes d'actifs, immobilier de santé et co-living et plus largement résidentiel géré, vont offrir un profil défensif aux investisseurs, décorrélé des cycles économiques. Un dernier point, si tu peux me le permettre, le vieillissement de la population veut aussi dire qu'on a un phénomène de départ à la retraite de toute la génération des baby-boomers, qui s'ajoute à une jeune génération qui vient moins, et donc on a une pénurie de travailleurs, qui veut dire que pour l'entreprise, les questions de rétention des talents sont absolument centraux, et une façon de répondre à cette problématique,
c'est d'offrir des espaces de qualité. Et on voit bien que les utilisateurs plébiscitent les bureaux, les locaux d'activité de très bonne qualité, au détriment d'actifs qui peuvent être dépassés sur le plan technique ou sur le plan environnemental. On a donc vraiment un marché à deux vitesses entre des actifs de qualité et des actifs de moindre qualité. Deuxième tendance, la métropolisation. La métropolisation, c'est la concentration des activités économiques et des services publics dans les grandes métropoles. Récemment, il y avait des questionnements sur ce phénomène de métropolisation, est-il durable ou pas, puisqu'on a vu que des ménages avaient l'intention de gagner plus d'espace. Ce qu'on voit au bout de 2 ans après le Covid, c'est que les ménages restent dans les métropoles, mais s'éloignent des centres. Ce qui veut dire que la question de l'accessibilité des lieux de travail est absolument essentielle, absolument primordiale, et que les bureaux doivent être accessibles depuis un lieu, depuis un plus grand nombre de lieux de résidence. Ce qui veut dire qu'il y a très clairement une prime à la proximité des locaux, la proximité donc des locaux autour des nœuds de transport en commun. Et donc une des stratégies gagnantes, c'est bien de suivre les projets d'infrastructure de transport en commun pour assurer une très bonne accessibilité des espaces de travail. La troisième tendance, elle est un peu plus récente, c'est la déglobalisation. La déglobalisation, la pandémie a marqué un arrêt des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de production dans la plupart des pays européens. Et donc, il y a des réflexions autour d'une relocalisation de l'appareil productif pour assurer un certain niveau d'autonomie sur des produits qui ont trait à la sécurité nationale. Ce qui veut dire que ce mouvement de relocalisation, elle va nourrir la demande pour les locaux d'activité, pour participer à l'appareil productif, mais aussi les espaces de stockage pour reconstituer des stocks de prévision. Il y a un dernier point sur ça, c'est que la déglobalisation induit aussi un phénomène de fragmentation de l'économie mondiale, ce qui veut dire qu'on va assister à des cycles économiques qui vont se décaler par pays. On a une fragmentation de l'ensemble de l'Europe au niveau des cycles économiques, ce qui veut dire que ça va venir nourrir l'intérêt d'une diversification géographique, alors qu'avant tous les pays avaient des cycles économiques qui convergeaient. Là, on assiste à une divergence de ces cycles économiques. Et donc, un bon moyen de se prémunir contre la volatilité, c'est de diversifier son portefeuille de manière géographique. Alors la première question, tu me vois venir, évidemment elle est côté distribution. On a entendu il y a quelques minutes un message de stabilité, très fort, pour 2022. Écoute de 2023. Alors, avant la distribution, il y a nos anticipations sur les résultats. Sur les résultats des SCPI, on a pas mal de points d'appui au début de 2023. D'abord, on part d'un point plutôt haut d'occupation. Donc, on a des taux d'occupation qui sont effectivement au-delà de 90% pour l'essentiel de nos SCPI. 2023, on va rentrer dans une période où on aura le plein effet de l'indexation. Ça, c'est très important sur l'année. Vous savez que les index ont commencé à refléter notamment l'inflation et la hausse du coût des matériaux en 2022, mais du fait du mécanisme des indices qui sont trimestriels, on a eu le début de cet effet. On estime qu'on a eu à peu près la moitié des 5% qu'on aura en totalité cette fois en 2023. Alors, pour autant, on aura aussi des mesures d'accompagnement à concéder sur des renouvellements de baux, sur des nouveaux locataires, mais on pourra capter autour de la moitié, d'après nos anticipations, de cette indexation. Ça, c'est un point important. Le troisième soutien qu'on a, c'est le fait qu'on ait déployé une offre servicielle et flexible qui s'appelle Welcome by La Française. Il y a un site internet pour les personnes intéressées. Ça vise, au travers de baux flexibles, de proposer à nos locataires de la souplesse quant à leur durée d'occupation, de la souplesse quant à leur financement de travaux, et puis on a pré-négocié beaucoup d'accords serviciels avec des groupes spécialisés sur le marché. Donc le but, c'est d'adapter le locataire dans ses locaux et ne pas avoir que
le prix, la valeur du loyer à discuter avec eux. Voilà, donc on aura aussi en 2023, et on y est revenu souvent, sans doute des opportunités sur les investissements qu'on pourra réaliser, puisque les SCPI collectent de nouveaux capitaux et donc sont capables d'investir entièrement en fonds propres, et je pense qu'il y aura voilà, des choses intéressantes. J'en viens au pendant des distributions, des résultats immobiliers, évidemment, c'est sous la dimension des valeurs. On lit beaucoup que 2023, ça va être une année où la stratégie d'investissement va être déterminante, ce qui devrait même créer des écarts entre les performances des fonds entre eux. Moi, je t'entends souvent dans nos comités parler de gestion active du portefeuille qui sera un facteur déterminant. Est-ce que tu peux exprimer comment ça va se traduire en 2023 ? En 2023, il y a des incertitudes macroéconomiques, on en a parlé, j'y reviens pas. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y aura une performance accrue sur les actifs de qualité. Alors on ne décrète pas une politique d'investissement à chaque changement d'année, c'est quelque chose qui préexiste et on s'est efforcé sur les dernières années, je parle de la Française, pour investir sur des actifs centraux, on a expliqué pourquoi, sur des actifs récents, et ça c'est important, qu'on a toujours très bien entretenu. On sait qu'il y a de véritables enjeux sur les consommations énergétiques des actifs. Je pense qu'avec un portefeuille récent, on y arrivera plus facilement. Comme on a des actifs centraux de bonne taille et récents, on a des bons locataires. Et je pense que le mix locataire des SCPI est un point à regarder attentivement sur les prochaines années. Je rappelle que sur les SCPI de la Française, on a 3/4 de grandes entreprises et d'ETI. Voilà, autant de points d'appui, je dirais, pour l'occupation locative et donc la valorisation des portefeuilles pour les prochains trimestres. Côté ISR, qu'est-ce que tu sens comme nouvelles évolutions sur ce début d'année ? Alors clairement, effectivement, en 2022, les questions de durabilité ont absolument été incontournables. Investisseurs, utilisateurs, tous se préoccupent de ça. Et pour cause, on l'a bien vu, 2022 a été marqué par une multiplication des événements climatiques extrêmes, inondations, feux de forêt, vagues de froid. Je pense qu'on est tous convaincus collectivement qu'il faut agir sur les causes pour venir réduire les causes de ce dérèglement climatique. Et 2022 a aussi montré l'importance de s'assurer que le produit financier était bien adapté aux conséquences de ce changement climatique qu'on est en train de vivre. Et ce que nous demandent nos investisseurs et nos utilisateurs, c'est qu'ils ne se contentent plus de discours. Et ils veulent qu'on soit dans l'action et ils demandent des preuves. C'est ce qu'on fait à la Française depuis très longtemps, puisqu'on a structuré toutes nos approches ISR autour d'une approche très volontariste, basée sur le concret. On n'est pas dans la théorie, mais on est bien sur des actifs réels. Et je pense que, comme vous le voyez, on peut depuis l'année dernière, avoir un suivi et une analyse très fine des consommations d'énergie et des émissions de CO2 de l'ensemble de nos actifs, de notre patrimoine. Sur le graphique, vous voyez, pour le fonds LFGPP, pour chaque actif, les barres représentent les consommations d'énergie et les points représentent les émissions de CO2, ce qui nous permet de bâtir des plans d'action qui vont venir dans la vraie vie, limiter les consommations, réduire les consommations des actifs qui méritent de progresser, et on va s'assurer que sur nos actifs déjà très vertueux, on maintient ce bon niveau de performance. Exactement, très rapidement. Donc, comme l'a dit Christophe, ce fonds a obtenu le label ISR il y a 2 ans et je vous parlais de concret. On a les premiers résultats. Au bout de 2 ans, sur ce fonds, les émissions moyennes de gaz à effet de serre ont baissé de 27%. C'est donc tout à fait notable. Je vous propose de prendre l'exemple de Carré Fedo pour vous illustrer notre politique. Sur Carré Fedo, c'est un actif de 7000 m² dans la cité financière qui avait été rénové en 2004.
Nous avons procédé à un changement des groupes froids et des systèmes de climatisation, ce qui permet d'être beaucoup plus efficient et de permettre aux utilisateurs d'adopter des immeubles et des pratiques plus sobres. Nous avons sensibilisé ces locataires pour qu'ils nous suivent dans notre démarche. Nous avons instrumenté le bâtiment, c'est-à-dire que nous avons mis des compteurs connectés qui permettent de nous alerter en cas de dérive en temps réel. Et nous avons également mis en place des solutions pour améliorer le confort des utilisateurs, puisqu'il n'y a pas que l'énergie, j'allais dire dans la vie, il faut bien s'assurer que nos locataires puissent occuper leur immeuble de manière satisfaisante. Là encore, on parvient à des résultats concrets très appréciables, puisqu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre de 17 à 13 kg équivalent CO2 par mètre carré par an. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi nous faisons tout ça, c'est bien sûr parce que ça va protéger la valeur de vos actifs en attirant des locataires. On a réussi à louer cet immeuble bien avant la fin des travaux et on a loué cet immeuble à des valeurs locatives un peu supérieures aux valeurs de marché. L'explosion des coûts de l'énergie est la preuve de la pertinence de ces stratégies actuellement. La question qui nous est posée, c'est sur est-ce qu'on est inquiet sur le refinancement avec ces problématiques d'effet de levier? Peut-être Marc-Olivier? Alors je vais répondre de façon peut-être un peu plus large. Sur le financement, on a sur 2022 bénéficié de l'effet de levier à peu près jusqu'à l'été, période où les taux ont commencé à monter. Sur nos SCPI, on avait bien profité, bien mis en place les politiques de financement. Donc on a suivant les SCPI, des taux de financement de 20 à 35% entre montant emprunté et valeur des immeubles, qui sont des choses réglementaires et statutaires. Et donc on a acheté de la dette à bon compte sur les années passées, autour de 1,40%. On a fait les choix d'emprunter long, c'est-à-dire on n'a pas financé à 5 ans, mais plutôt à 10. Au moment où je parle, on a à peu près 6 ans de délai de financement en moyen sur nos dettes, donc c'est relativement important. J'en viens à la question, est-ce qu'il y a une problématique de refinancement? Non, sur les prochaines années. On a fait très attention à étaler les tombées des financements dans le temps, c'est-à-dire que sur 2023 par exemple, on n'a pas de sujet de refinancement, on a un peu de volume à refinancer sur 2024, etc. etc. Et donc, il n'y a pas de problématique de refinancement au sens où les équipes de gestion l'avaient anticipé lors de la mise en place. Alors vous voyez, 1 heure et quelques minutes de plus, hein, c'est un format où on échangerait encore sur beaucoup d'autres sujets avec vous. Point important peut-être à retenir, c'est que sur cette année 2022, vous le voyez, on a, je pense, excellemment bien géré en fin de compte les patrimoines, notamment dans le contexte dans lequel on a pu évoluer, que ce soit encore sur le travail avec nos locataires pour bien vous donner de la performance essentiellement sur le revenu foncier, c'est ce qu'expliquait à l'instant Marc-Olivier sur l'utilisation de réserves, de les maintenir à des niveaux, ces réserves élevés, très élevés, ce qui nous permettra de passer les années qui viennent. Pareil sur le travail des valeurs, vous savez qu'on est très très conservateur quand on vient prendre des produits chez nous. C'est vrai au niveau des revenus fonciers, des valeurs, de la gestion des investissements. Je le disais à l'instant, où on essaye de faire concorder la partie collecte aux investissements et pas l'inverse. Hein. Et puis, ça a été vrai aussi au niveau du travail sur tout le patrimoine. Enfin, quand vous avez eu des produits, je pense encore une fois, où on a tenu nos promesses et on continuera à gérer ainsi. Quand on regarde 2023, on l'a dit tout à l'heure, nous abordons 2023 avec une certaine sérénité, hein, vous le voyez dans nos propos, parce que, et je reprendrai un des points de Marc-Olivier, il a parlé de points d'appui, et je pense que ces points d'appui sont à la fois très solides sur nos produits, hein, sur tout ce qui a été présenté par Christophe, et en même temps un petit peu exceptionnel dans l'univers, en fin de compte, de ces SCPI hein, que vous avez sur le marché, parce que c'est notre ADN. Hein, on a plutôt des produits prudents,
qu'avant. On a plutôt une gestion, encore une fois, très conservatrice, mais qui nous permet de tirer long, en fin de compte. Hein, c'est pour ceux qui font du bateau. Et donc, on aborde 2023, vous voyez, avec des thématiques et des convictions qui sont plutôt très fortes, encore une fois sereines, et on vous parlera, puisque ça ne nous empêche pas d'étudier des opportunités sur la partie d'investissement hein, de nos SCPI, mais également en termes d'évolution de produits ou de création de produits. Ce sera le cas sur une partie SCPI certainement, mais notamment sur quelque chose qui devient toujours plus important, c'est cette partie SC, donc on vous fera part du fruit de notre travail, hein, on regarde exactement sur quel marché, un petit peu comme en résidentiel, hein, il y a des marchés qui se découvrent. Donc ça, vous l'aurez sur le premier semestre. Et puis il va nous rester à vous souhaiter sur ce début de 2023, on va vous souhaiter bonne rentrée, on va vous souhaiter surtout bonne année et surtout en immobilier. Merci encore.